énergie, crise énergétique, nucléaire, énergie renouvelable, solaire, hydraulique, biologique, psychique, manque d'énergie, trop plein d'énergie. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'énergie ? Bonjour, je suis Anne-Laure Ganac, journaliste, et je vous propose qu'on explore cette notion, sa polysémie, son histoire, son évolution, en prenant pour guide le top des chercheurs et des chercheuses. Bienvenue aux Sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est l'énergie expliquée par Pascal Jablonka, professeur titulaire au laboratoire d'astrophysique de l'EPFL. Pascal Jablonka, on va parler énergie noire avec vous. Qu'est-ce que c'est que l'énergie noire ? La réponse va être simple parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'énergie noire. Et si je peux me permettre de faire un léger correctificatif, c'est qu'on ne dit pas énergie noire, on dit énergie sombre en fait, parce que c'est dark energy et non pas black energy. Mais tout le monde dit énergie noire, mais c'est énergie sombre, comme il y a matière sombre et pas la matière noire. Alors, l'énergie noire ou l'énergie sombre, c'est une quantité d'énergie qui est nécessaire à expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Et cette expansion accélérée, elle a été mise en évidence en 1998 par deux équipes américaines, mais les Européens ont également énormément contribué dans l'une des deux équipes. Et ce sont deux expérimentations qui ont cherché à comprendre quelle était la relation entre le temps de l'univers, c'est-à-dire son échelle à une certaine distance, et la distance effective des galaxies par rapport à nous. Par exemple, si vous imaginez une grille en 2 points, vous mettez 2 galaxies, ces galaxies vont rester sur les mêmes 2 points, mais la distance entre ces 2 points va croître simplement par le fait que la métrique croît avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et avant 1998, on savait que l'univers était en expansion. On le sait depuis Lemaitre et Hubble 1928, mais on n'avait aucune idée de savoir si cette expansion était constante, si elle était décroissante, ce qu'on pourrait imaginer s'il y avait uniquement de la masse en jeu ou de la radiation, c'est-à-dire des photons, ou si, par magie, elle était accélérée. Et en fait, en 1998, on a pu ce que ces chercheurs ont mis en évidence, c'est que les galaxies étaient beaucoup plus loin à une certaine échelle, ou que l'échelle était plus grande. On peut faire dans les deux sens. C'est-à-dire, ou bien l'échelle est plus grande à une certaine distance, ou bien la distance est plus grande que présupposée si l'accélération est constante, à une certaine échelle. Donc ça, c'est une observation qui dit que l'expansion est accélérée. Et si l'on revient au modèle, ce qui est exactement ce que fait l'astrophysique, c'est-à-dire qu'on va des modèles aux observations et des observations aux modèles, si on reprend les équations d'Einstein, on s'aperçoit que cela implique qu'il faut prendre effectivement en compte la constante que Einstein avait placée dans ses équations de la relativité générale. Qu'est-ce que le temps ? Ne vous fiez pas aux apparences. Cette question simple constitue la clé pour comprendre la relativité. Elle est aussi à l'origine de mes nombreux cheveux blancs. Êtes-vous avec moi ? Accélérons. Accélérons. Qu'est-ce que le temps ? Monsieur Einstein, quand vous aurez cessé de vous plonger dans la contemplation du cosmos, vous voudrez bien résoudre cette équation ? Je l'ai déjà résolue, monsieur. Un lambda. Ce lambda, il peut être considéré comme constante ou bien variante dans le temps. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce grand lambda qui a été mis en place par Einstein, au début, ça avait été mis par Einstein pour justement contrer le fait que l'univers n'était pas statique. Il avait peur, Einstein n'aimait pas l'idée que l'univers ne soit pas statique, et donc il avait mis cette constante. Et puis Friedman ensuite a montré qu'en fait, quelle que soit cette constante, ça n'empêchait pas l'univers de bouger, c'est-à-dire d'avoir une expansion accélérée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie ? En fait, cette énergie... Oui, quand est-ce qu'elle intervient alors, cette énergie maintenant ? En fait, cette constante, c'est une énergie. Ça correspond à une énergie. Ça correspond quand même à 70%, à peu près 70% du contenu énergétique
de l'univers. Il y a dans l'univers, la composition, c'est à peu près 4% de baryons, c'est-à-dire d'atomes usuels et de matière que l'on peut voir, que l'on peut détecter directement, quelle que soit la longueur d'onde. Ensuite, vous avez à peu près entre 20 et 25% de matière que l'on ne détecte que gravitationnellement, ce qu'on appelle la matière sombre. Et puis après, le reste, presque 70%, c'est cette énergie qui domine l'univers maintenant. Si les équations de la relativité générale sont exactes, et pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux, donc il n'y a pas de raison de le mettre en doute directement, disons. Alors, effectivement, il y a 70% de l'univers dont on ignore l'origine de l'énergie. Après, on peut toujours dire, non, en fait, les équations, elles sont fausses, et donc on revoit la physique, ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a de plus sûr. Ce qui est complètement incertain, là où sont les hypothèses, c'est la nature de cette énergie dont on peut imaginer. Enfin, quand je dis imaginer, c'est-à-dire que les physiciens, les astrophysiciens essayent de comprendre si cette énergie du vide est constante, c'est-à-dire que finalement, l'univers, même s'il est en expansion, contient toujours la même densité d'énergie, ou bien si elle varie avec le temps, c'est-à-dire qu'elle a été plus petite ou plus importante au début et qu'elle devient moins importante ou plus importante maintenant. Et c'est ce qui est par exemple proposé par le modèle de quintessence, qui suppose qu'il y a une 5e force fondamentale. Mais ce sont des modèles qui appartiennent là vraiment aux physiciens théoriques et aux physiciens des particules et qui posent également des problèmes. Il n'y a rien qui ne pose pas de problème au jour d'aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que c'est que cette énergie sombre. Pascal Jablonka, comment étudier donc quelque chose qu'on ne connaît pas? Puisque de toute évidence, on ne connaît pas cette énergie-là. Alors, curieusement, l'énergie sombre, elle est vraiment, c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez peu intuitif. Mais de la même manière que la preuve qu'il y a besoin de matière sombre, c'est une preuve indirecte, c'est-à-dire qu'on regarde la matière visible ou détectable directement selon la longueur d'onde et qu'on en déduit ce qui manque. Eh bien, pour l'énergie sombre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise ce que l'on voit, ce que l'on peut détecter, pour appréhender ce qui manque. Donc, en particulier, si vous regardez la structure de l'univers, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la structure? Ça veut dire la distribution spatiale des galaxies. En fonction de leur distance à nous, selon que vous faites intervenir un terme d'énergie sombre ou pas, la structure va être complètement différente. La structure de l'univers, elle est filamentaire, c'est-à-dire que vous avez une succession de vides, de nœuds, c'est-à-dire de concentrations de galaxies extrêmement intenses, qu'on appelle les amas de galaxies ou les superamas. Et puis, entre ces amas, vous avez des filaments, c'est-à-dire juste des fils, de longues structures qui mènent de l'un à l'autre. Ce qui est important ici, c'est le vide, c'est-à-dire ces structures, entre tous ces filaments, vous n'avez rien. Je ne sais pas si l'image est assez parlante. Et ces vides, qu'on appelle voids en anglais, elles vont être d'autant plus grandes qu'il y a un terme d'énergie sombre. Donc, puisque ce sont des prédictions, il suffit, entre guillemets, d'avoir des expérimentations qui permettent de regarder la structure, c'est-à-dire l'allure physique, spatiale de l'univers en fonction du temps. C'est-à-dire remonter le temps, aller voir des galaxies de plus en plus lointaines. Et c'est ce que va faire un satellite qui va être lancé en juillet, qui s'appelle Euclid, qui s'intéresse justement à la nature de l'origine, disons, de l'énergie sombre et de la matière sombre, et qui le fait en mesurant les masses des structures de l'univers, avec des effets de lentille gravitationnelle, et qui regarde également la disposition spatiale des galaxies. Et selon ce que ce satellite va trouver, eh bien, on pourra contraindre l'importance de l'énergie sombre en fonction du temps, puisqu'on va pouvoir regarder, avoir une image de la distribution des galaxies assez proche de nous, et beaucoup plus lointaine. Et c'est vrai que c'est un satellite qui va regarder plus loin qu'on l'a fait jusqu'à présent et qui va avoir une couverture de ciel beaucoup plus complète que ce qui a été fait jusqu'à présent. À l'inverse d'Hubble ou James Webb, Euclid n'est donc pas pensé pour se concentrer sur des cibles en particulier.
Il observe l'univers dans son ensemble pour essayer d'en déterminer certaines des propriétés générales. Avec un tel objectif, il est donc aussi conçu de manière assez différente des 2 télescopes spatiaux qu'on vient d'évoquer. Il a par exemple un miroir primaire bien plus petit. Il fait 1,20 m de diamètre, soit 2 fois moins que celui de Hubble. Euclide ne va pas mener sa mission en orbite autour de la Terre. Il va rejoindre une zone qui est ces derniers temps très populaire pour les télescopes spatiaux, le point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. C'est là qu'évoluent James Webb et Gaia. Cette orbite a l'avantage de pouvoir garder le Soleil hors du champ de vision d'un observatoire, tout en maintenant des communications constantes avec la Terre. Nul doute donc qu'elle va continuer à être très populaire. Donc l'existence de l'énergie sombre, pour vous, elle n'a absolument pas à être remise en question. Tant que la relativité générale n'est pas mise en défaut, on ne peut pas la mettre en défaut. Si maintenant on passe à une autre physique, alors évidemment il s'agit d'autre chose. Il faut revoir complètement la physique fondamentale et les lois sur lesquelles pour l'instant il n'y a pas de doute. Alors qu'est-ce que ça veut dire pas de doute ? Ça veut dire que toutes les preuves observationnelles d'une théorie ont été apportées. Ou bien le tout n'existe pas, mais parce qu'on peut toujours inventer d'autres expérimentations. Mais chaque fois que l'on a essayé de tester cette théorie, le premier test de la relativité générale, c'était sur le déplacement d'étoiles derrière le Soleil au moment d'une éclipse totale de Soleil en 1919. Vous savez que la lumière est déviée à proximité d'un système massif. En fait, on dit la lumière est déviée, c'est-à-dire l'espace-temps est modifié à proximité d'un objet massif. C'était ce que prédisait la relativité générale. Donc, les étoiles, elles ont une certaine position, une position absolue. Mais si la Lune vient s'interposer, eh bien, vous voyez la position des étoiles avec une position qui est légèrement décalée. Ça, c'était l'hypothèse de la relativité générale, ou la prédiction, et ça a été effectivement mesuré par Eddington, de 2 équipes Eddington. Donc ça, c'était la première, mais tout ce qui est lentille gravitationnelle, etc., ce sont des preuves de la relativité générale. Donc pour l'instant, je ne vois pas qu'on puisse vraiment... Il y a des gens qui y pensent, mais disons qu'avant d'en venir à cette extrémité, entre guillemets, il faut apporter la preuve que vraiment il y a un très gros problème. Parce que vous, Pascal Jablonka, votre travail, il porte essentiellement sur l'étude de la formation et le développement des galaxies. Donc, cette énergie noire n'est pas directement votre objet de recherche, mais vous vous appuyez sur elle pour votre travail. Dans mon travail, qui effectivement concerne en fait 2 volets. Le premier volet, c'est essayer de comprendre quelle était la nature des premières étoiles, la nature des premières galaxies. Le deuxième volet, c'est comprendre comment l'évolution des galaxies est modifiée ou bien tributaires de leur position dans ce qu'on appelle la toile cosmique. Mais la toile cosmique, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les galaxies sont distribuées de manière qui n'est pas isotrope, c'est pas complètement homogène. Il y a des directions privilégiées, il y a des amas de galaxies qui sont ces très fortes densités, il y a ces vides, il y a ces filaments. Et on voit bien que les galaxies ont des propriétés très différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une propriété différente ? Alors, des morphologies, par exemple. Elles sont plus ou moins elliptiques, plus ou moins spirales. Et un taux d'activité différent, c'est-à-dire elles forment plus ou moins d'étoiles, selon qu'elles se trouvent dans un vide, dans un filament ou dans des amas. Et on ne sait pas pourquoi. L'astrophysique, c'est toujours beaucoup de questions ouvertes. On ne sait pas si c'est la conséquence venant de conditions initiales, c'est-à-dire la galaxie, elle a toujours été sur un filament, ou elle a toujours été près d'un amas avec toutes les interactions que cela suppose, ou si c'est, étant donné la formation des structures au cours du temps, des structures cosmiques, les galaxies sont affectées par ces structures. Vous voyez, c'est très légèrement différent. Comme l'énergie sombre influe sur la toile cosmique, avec plus de vide, eh bien, ça influe sur l'évolution des galaxies. Donc, il y a un lien. Mon travail ne va pas contraindre la nature de l'énergie sombre, mais va se nourrir du fait que les galaxies ont passé plus ou moins de temps sur telle ou telle structure cosmique.
Quelle énergie est-ce qu'il faut développer justement pour s'intéresser à beaucoup de questions? Vous le dites, ce sont essentiellement des points d'interrogation qu'il y a. Quelle énergie il faut dépenser? Oui. Une énergie énorme. Une énergie énorme qui est simplement le produit de notre curiosité, de notre enthousiasme. Ce sont des questions qui sont passionnantes. Il y a beaucoup à faire, donc on n'est jamais à court. On peut imaginer, on peut créer des choses, on joue un peu le rôle de détective. Il faut être plus fort que la nature d'une certaine manière. Parce que ce qui distingue l'astrophysique d'autres sciences, c'est qu'on ne peut pas faire d'expérimentation. Je n'ai pas un laboratoire dans lequel je pose mes lentilles, mon faisceau ou de pierres, de matériaux que je fais interagir. Je suis obligée de faire avec des moyens d'observation qui parfois sont limités et avec un univers qui choisit ce que je peux voir de lui. Et donc, il faut être plus malin et essayer de comprendre vraiment les implications de la théorie et les opportunités de l'instrumentation et des télescopes à disposition. Oui, c'est ça. Vous êtes très dépendante aussi de l'évolution des techniques elles-mêmes. Alors, on est dépendant, mais on peut les influencer aussi. C'est-à-dire qu'il y a constamment des groupes qui travaillent sur de nouvelles instrumentations en lien avec les questions astrophysiques que l'on veut aborder. Par exemple, dans l'UV, l'ultraviolet, on a accès à l'univers jeune, c'est-à-dire au sens les étoiles qui viennent de se former. Bon, il y a des gens qui travaillent. La NASA, par exemple, récemment, a sélectionné des satellites qui vont travailler dans l'UV parce qu'il y a vraiment nécessité de voir où les galaxies forment des étoiles et sur quelle échelle spatiale, sur quelle échelle de temps. Voilà, ça c'est une démonstration, disons, de la concomitance du développement des thèmes scientifiques et de la nécessité instrumentale. Et puis parfois, comme c'est le cas en ce moment, on a aussi besoin, par exemple, d'avoir des informations dans l'infrarouge lointain, des dizaines de microns, centaines de microns. Il n'y a plus de satellites en ce moment. Et ça, ce sont des longueurs d'onde qui ne sont accessibles vraiment que dans l'espace. Il n'y en a plus, donc on est limité et il faut faire avec. Pourquoi vous dites qu'il y a besoin en ce moment de cette étude-là ? Il y a besoin parce que justement cette formation d'étoiles, pour une part, elle irradie, ces étoiles, elles irradient dans l'ultraviolet, mais ensuite leur partie de leur radiation est absorbée par la poussière et réémise dans l'infrarouge lointain. Et en fait, cette partie réémise dans l'infrarouge lointain est la plus importante. Donc quand on regarde dans l'UV, on a une fraction seulement de la forme. Elle est très importante, elle s'effectue sur des échelles de temps qui sont importantes, qui sont petites, mais la plupart de la formation d'étoiles, en fait, doit être vue dans l'infrarouge lointain, et pour l'instant, il n'y a pas de satellite prévu. Oui, quand vous dites importante, moi je pensais que c'était important pour notre vie aujourd'hui, au quotidien, mais je comprends bien que c'est important. Pour l'astrophysicien, c'est sa vie au quotidien, donc pour moi c'est très important. Et pourquoi est-ce qu'on manque de satellites en ce moment ? Les satellites, d'abord, ça met très longtemps à être construit et c'est beaucoup d'argent aussi. Donc c'est l'argent que l'on accepte de dépenser sur des questions scientifiques. Voilà, donc c'est la limitation. C'est toujours des négociations entre les agences qui s'occupent de la science et les nécessités astrophysiques, scientifiques. Qu'est-ce qui, vous, Pascal Jablonka, a tendance à pomper votre énergie? Parce qu'on voit bien que vous en avez pas mal de l'énergie, vous en avez à revendre. Qu'est-ce qui aurait tendance à la pomper, cette énergie, dans le cadre professionnel? Je trouve qu'il y a un développement actuel qui n'est pas favorable au financement de base de la recherche. Pour des choses très simples, plus on a de projets, plus on a besoin de gens qui travaillent avec nous. Plus les questions sont complexes, plus on a besoin de gens qui travaillent avec nous. Et on passe, je trouve, trop de temps à demander de l'argent, alors que quand on a un poste permanent, quand on fait de la recherche à un très haut niveau, on devrait pouvoir avoir une base qui permet de travailler à la science, pas uniquement à la publicité, même si j'adore partager mon savoir, mais disons qu'il faut que ça soit à bon escient. Et je ne devrais pas passer une grande part de mon temps à chercher du financement pour faire des choses qui sont vraiment fondamentales. Voilà, ça, je trouve ça un petit peu pompeux. Oui. Mais c'est la seule critique. Le reste est enthousiasme. Pascal Jablonka, chercheuse, professeure au laboratoire d'astrophysique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi.
C'était Aux sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des humanités de l'EPFL, réalisé avec l'aide de Yves Roulin. À bientôt, prochain épisode à suivre.